Vous écoutez Crime Story, l'affaire du Rainbow Warrior, 2 bombes, 1 mort et un mensonge d'État, 2e épisode sur 4. Au début du mois de juillet 1985, le Rainbow Warrior, bateau de l'association écologiste et pacifiste Greenpeace, est au mouillage à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Après avoir rejoint les eaux du Pacifique, il s'apprête à partir pour la Polynésie française, et plus précisément, l'atoll de Mururoa, pour gêner les essais nucléaires français qui doivent s'y dérouler. Depuis quelques années, l'organisation a fait de ce type d'action sa marque de fabrique. Et la popularité du mouvement et de ses membres a explosé. Mais dans la nuit du mercredi 10 juillet, les militants à bord du bateau entendent 2 détonations. Comprenant que la situation est grave, ils se précipitent à l'extérieur du navire, juste à temps pour le voir s'enfoncer aux 3/4 dans l'eau. Sidérés, les activistes se comptent. Il en manque un. Leur photographe néerlandais d'origine portugaise, Fernando Pereira. Fernando Pereira est né à Chaves, au nord du Portugal, le 10 mai 1959. Au milieu des années 70, il quitte son pays d'origine pour ne pas participer aux guerres coloniales en Afrique. Il arrive aux Pays-Bas, la tête déjà pleine d'idéaux politiques, qu'il souhaite défendre ardemment, mais sans violence. Son engagement auprès de Greenpeace apparaît alors comme une évidence. Au début des années 80, il propose à l'association de mettre à son service ses talents de photographe. Marié avec une femme hollandaise et père de 2 enfants, Fernando Pereira s'engage début 1985 dans la mission de 6 mois visant à empêcher les essais nucléaires de Mururoa. Comme les 12 autres membres de l'équipage du Rainbow Warrior, Fernando Pereira a sans doute entendu la première explosion sur le navire. Comme les autres, il a senti le danger. Mais il est resté dans sa cabine, peut-être pour récupérer ses photos et son matériel, car il sait que la seule arme de Greenpeace, c'est la communication. Depuis le fond de sa cabine, Fernando Pereira a sans doute été surpris par la 2e explosion. Vers 4 heures du matin, les secours découvrent son corps, à côté de ses objectifs. Quand il meurt noyé dans le Rainbow Warrior, Fernando Pereira vient de fêter ses 35 ans. La section des enquêtes criminelles d'Auckland est tout de suite saisie. L'enquête commence dès la première nuit, parce que les 2 énormes trous qu'on découvre sur la coque du bateau ne laissent aucun doute sur ce qui s'est passé. Le chalutier a été saboté, il est absolument impossible d'imaginer que ce drame soit de nature accidentelle. Les enquêteurs pensent plus précisément que ce sont 2 bombes qui ont causé ces dégâts et la mort de Fernando Pereira. Explosions rang out from the 40-meter ship at about midnight, and the crew scrambled to get off the vessel to safety as she began going under. But one crew member was caught below decks, and police recovered his body early this morning. Dans le port où les journalistes interviewent des riverains sous le choc, les théories sont déjà nombreuses. Ça pourrait être un coup des Américains, des Chinois, des Russes, des Français. Pour les membres de Greenpeace, on pense en premier lieu aux États-Unis, que l'association a particulièrement ciblé avec des actions en Océanie, dans les îles Marshall notamment. Damien Delceni, c'est un choc d'autant plus grand pour la Nouvelle-Zélande que ce pays a un taux de criminalité parmi les plus bas au monde. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays tranquille, c'est le pays du long nuage blanc, 5 millions d'habitants, grande diversité ethnique, mais sans problème de cohabitation entre ces différentes ethnies. Pas de problème de sécurité, de délinquance, de criminalité particulière. Alors autant dire qu'un attentat, du terrorisme, c'est encore pire, c'est complètement inédit dans ce pays. Ce que les enquêteurs néo-zélandais craignent à ce moment-là, c'est que cette attaque soit le début d'une série. Oui, il y a un enjeu de protection nationale très important. Il faut absolument et vite trouver ceux qui ont agi contre le Rainbow Warrior, les arrêter avant qu'éventuellement ils ne s'en prennent à d'autres cibles dans le pays. La police va commencer par interroger les membres de l'équipage et plusieurs vont assez spontanément parler d'un homme dont ils ne se sont pas méfiés a priori, mais qui après coup leur a semblé plutôt suspect. Cet homme a passé une partie de la soirée avec eux. Oui, une toute petite partie. En fait, une demi-heure avant qu'il commence à faire la fête sur le bateau, cet homme est apparu sur le quai
un homme plutôt sympathique, avenant. Il leur a même dit qu'il était un sympathisant pacifiste, qu'il est français, qu'il est à Auckland parce qu'il est en ce moment en transit entre Singapour et Tahiti. Et il va d'ailleurs leur parler de Tahiti en disant qu'il a des amis là-bas. Et quand il comprend que l'équipage va se diriger vers la Polynésie française, il leur dit même « Attendez, moi je peux vous mettre en contact avec mes amis à Tahiti. Vous pourrez peut-être même trouver un bateau, affréter un bateau pour trouver des sympathisants sur place. » Donc il est vraiment presque proactif. Alors ça tombe bien parce qu'en plus Greenpeace cherche justement des embarcations sur place en Polynésie pour mener ce type d'action, pour venir renforcer sa flotte en quelque sorte. Mais évidemment, lorsque les militants racontent le lendemain cette entrevue avec cet homme sur le quai aux policiers, ils vont quand même trouver que finalement c'était assez bizarre parce que ce type, il avait l'air très bien renseigné, alors que finalement Greenpeace n'avait pas du tout communiqué sur son action qui, évidemment, pour qu'elle réussisse, doit rester relativement secrète. Cet homme a donné comme nom aux membres de l'équipage François Verlet. Vers 21h, il s'est éclipsé pour aller prendre son avion, a-t-il dit. Les enquêteurs commencent par vérifier la liste des passagers des vols Auckland-Papeete, la capitale de la Polynésie. Il y a bien un passager nommé François Verlet qui a embarqué pour Papeete à 23h. À ce stade, les enquêteurs n'ont rien de plus. Le lendemain matin, la Nouvelle-Zélande se réveille sous le choc. Mais en France, l'attentat ne fait pas les gros titres. Partout dans le monde, les élans de solidarité envers Greenpeace se multiplient. Une enquête pour meurtre est lancée. Le Premier ministre, David Lange, dénonce un acte criminel majeur qui a des implications politiques et terroristes. Il ajoute « Greenpeace a des millions d'amis et des dizaines d'ennemis ». Ces déclarations laissent penser que le Premier ministre a déjà une idée de ce qui a pu se passer. Mais il ne va pas plus loin. Parmi ces dizaines d'ennemis, on sait qu'il y a la France, que les campagnes pour l'arrêt des essais nucléaires commencent à agacer. Mais Patrick Moore, membre de la direction de Greenpeace International, coupe court aux rumeurs. L'hypothèse d'une action commise par des services spéciaux est, selon lui, improbable. C'est une erreur de montrer du doigt telle ou telle nationalité, affirme-t-il. En France aussi, on tente de mettre fin à la théorie d'un incroyable complot. La ministre de l'Environnement, Huguette Bouchardot, exprime sa sympathie envers l'équipage du Rainbow Warrior. Et un porte-parole de l'ambassade à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, assure que la France n'agit pas ainsi avec ses opposants. Les jours qui suivent, les policiers chargés de l'enquête reçoivent des dizaines de témoignages et déclarations spontanées de la part de citoyens néo-zélandais soucieux d'aider à faire avancer l'enquête. Mais Damien, la première piste sérieuse pour ces enquêteurs arrive d'une toute autre manière. La nuit de l'attentat, 2 vigiles d'un petit port de plaisance qui se trouve au nord d'Auckland ont remarqué dans leurs jumelles un balai qui leur a paru étrange. Ils ont vu au loin 2 personnes remonter sur la rive un bateau pneumatique et en décharger des sacs. Alors pourquoi ça les alerte et pourquoi ils sont là en train de regarder en pleine nuit à la jumelle? C'est parce que depuis quelques semaines, plusieurs bateaux ont été cambriolés pendant la nuit. Il y a des vigiles qui surveillent et ils arrivent à relier cet événement de ces 2 personnes qui semblent décharger un bateau pneumatique en pleine nuit et ce qui s'est produit dans le port d'Auckland. Donc on se dit peut-être ce sont les coupables. Les 2 vigiles préviennent la police et l'un d'entre eux décide de se rendre directement sur les lieux. Un des vigiles va aller là-bas et dès qu'il arrive à l'endroit où il a vu le bateau pneumatique débarquer, il voit un van qui démarre en trombe. Simplement, le vigile a quand même le temps de relever l'immatriculation de ce van et il va donc communiquer la plaque d'immatriculation aux policiers. Les policiers, ils établissent sans peine que le véhicule est un camping-car Toyota qui a été loué dans une petite agence qu'ils vont contacter. Les employés de cette agence confirment qu'un couple a loué ce van jusqu'au 23 juillet. Et ils vont assurer évidemment aux policiers qu'ils vont les prévenir dès que les fameux clients seront de retour dans leur agence pour restituer le camping-car. Et c'est ce qui se passe, non pas le 23 juillet comme prévu initialement, mais seulement 2 jours plus tard, 2 jours après la visite des policiers, c'est-à-dire le vendredi 12 juillet au matin, avec 9 jours d'avance sur la date prévue, le couple revient. Comme convenu, l'agence prévient alors la police. Quelques minutes plus tard, des enquêteurs sont sur place. Ils vérifient les papiers du couple et leur demandent de les suivre pour approfondir quelques détails. Ce sont 2 touristes suisses domiciliés à Paris. Ils s'appellent Alain et Sophie Thurange.
Elle a 36 ans et est enseignante en sociologie à la faculté de Nanterre. C'est une femme avec les cheveux bruns, coupés courts à la garçonne et de grosses lunettes typiques des années 80. Lui a 34 ans, les cheveux châtains, un physique classique passe-partout et il est directeur de société. Ce couple originaire de Suisse vit dans le 12e arrondissement de Paris. Ils ont des permis de conduire français et des passeports suisses. Ils sont arrivés à Auckland pour un vol parti de Londres près d'1 mois plus tôt, le 22 juin. La destination avait été choisie pour fêter leurs 10 ans de mariage, disent-ils, et le voyage devait être écourté de quelques jours, puisqu'Alain et Sophie Thurange ont un avion dans l'après-midi. Les enquêteurs les rassurent. Si tout est en règle, ils pourront prendre leur vol retour et les policiers néo-zélandais s'engagent à les conduire eux-mêmes à l'aéroport. En réalité, ils pensent qu'Alain et Sophie Thurange peuvent avoir un lien non pas avec des cambriolages de bateaux, mais avec l'attentat contre le Rainbow Warrior. Et ils souhaitent en savoir plus sur leur curieuse activité nocturne avec un bateau pneumatique. Damien, les Thurange sont donc conduits au poste et interrogés séparément. Elle va beaucoup pleurer dès le début des interrogatoires, elle dit qu'elle ne comprend pas ce qu'elle fait là, en plus elle parle pas anglais. Lui, en revanche, est très calme, ne montre aucune émotion. Sur cette histoire de Zodiac, de bateau pneumatique, Alain Thurange raconte qu'il s'était disputé avec sa femme pour des raisons qu'il ne souhaite pas développer devant les policiers parce que c'est privé, et qu'il a donc quitté le van pour aller marcher, et que là, un pêcheur l'a interpellé pour lui demander un coup de main pour sortir son bateau pneumatique de l'eau. Sophie Thurange, qui est interrogée séparément, raconte à peu près la même histoire, mais avec quelques variantes, et justement, les enquêteurs, ils trouvent ça louche. Les enquêteurs souhaitent retrouver cet homme, mais en attendant, ils veulent garder les Thurange sous la main pour avoir confirmation qu'ils sont bien ceux qu'ils prétendent être. Ils vont écrire aux autorités suisses pour avoir confirmation des identités de Alain et Sophie Thurange. Les Thurange apprennent du même coup qu'ils vont être gardés un peu plus longtemps que prévu à disposition de la police pour faire justement ces vérifications. Ils ratent donc leur avion et ils vont aller passer la nuit dans un motel le temps que ces formalités soient terminées. Mais en réalité, c'est un piège. La police a truffé de micros la chambre d'hôtel dans laquelle ils vont passer la nuit pour ne rien perdre de leurs échanges et aussi pour surveiller leur communication téléphonique. Et ça porte ses fruits, les Thurange ne parlent pas entre eux dans leur chambre d'hôtel, mais Sophie Thurange passe un appel à son oncle, Tonton Émile comme elle l'appelle, pour raconter l'incroyable mésaventure dont elle et son mari sont victimes. Oui, au téléphone, elle va lui dire qu'ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'attentat contre le bateau de Greenpeace et elle demande de l'aide à ce tonton Émile. Alors au début, le tonton semble écouter, il dit qu'il va trouver des solutions, puis il coupe court, il dit « n'appelez plus ». Le dimanche 14 juillet 1985, 2 jours après l'arrestation des Thurange, la police reçoit une réponse de la Suisse. Une réponse importante, capitale, les passeports des époux Thurange sont des faux. Deuxième information qui arrive très vite, les policiers découvrent que le numéro de téléphone, il correspond à une ligne téléphonique du ministère de la Défense français. Vous venez d'écouter le 2e épisode sur 4 consacré à l'affaire du Rainbow Warrior, 2 bombes, 1 mort et un mensonge d'État. Les 2 derniers épisodes seront mis en ligne la semaine prochaine. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Clara Garnier-Amouroux, Pénélope Gualquirotti et Thibault Lambert, à la réalisation Pierre Chaffanjon et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles, c'est ce qui nous permet de nous faire connaître. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité. Et pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner.